Quand on est débutant et qu'on entend parler de monture ou de mise en station, on remarque assez rapidement qu'il y a pas mal de choses à maîtriser avant de pouvoir faire sa propre photo du ciel profond. Et pourtant, il est quand même possible de prendre des photos sans monture, c'est-à-dire avec seulement un appareil photo et des logiciels sur ordinateur. La photo que vous voyez actuellement, je l'ai faite cet hiver, c'est la galaxie d'Andromède. Alors oui, ce n'est certainement pas la photo la plus détaillée que vous ayez jamais vue, mais elle a le mérite d'avoir été réalisée sans monture, et je trouve ça plutôt magique. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel qui va vous montrer comment j'ai fait pour obtenir une telle photo. Par rapport à nous qui sommes sur Terre, les étoiles se déplacent dans le ciel. À l'œil nu, sur des durées très courtes, nous ne le remarquons pas. Mais si on prend un télescope, qu'on le fixe à un trépied et qu'on regarde les étoiles grâce à un oculaire qu'on insère dans le télescope, on va instantanément voir les étoiles bouger. En seulement quelques secondes, une étoile quitte le champ. Si l'on photographie des étoiles, on ne veut pas qu'elles se déplacent pendant la durée d'une photo. On souhaite donc que la photo soit la plus courte possible. Oui, mais voilà, en astrophotographie du ciel profond, plus la durée de la photo est grande, mieux c'est, puisqu'on récupère davantage les faibles lumières de l'espace. Vous l'avez compris, il faut trouver un compromis sur la durée, une photo ni trop longue, ni trop courte. Plus la cible visée avec le télescope est lumineuse et étendue dans le ciel, plus le travail est simple. Alors, c'est là qu'on pense tout naturellement à photographier notre belle galaxie d'Andromède. J'utilise le Nikon D750 plein format avec l'objectif Samyang 135 mm. Nous sommes au mois de janvier, en début de soirée, et la galaxie d'Andromède culmine dans le ciel. Elle est presque au zénith. Je prends un trépied simple et j'y attache mon appareil photo. Oui, j'aurais pu faire sans, mais ça m'aurait encore ajouté une difficulté. Je suis en mode manuel et je choisis d'ouvrir le diaphragme au maximum. Je suis à f/d2 et ISO 5000. Je fais des photos de quelques secondes dans la zone de la constellation d'Andromède jusqu'à voir une tache diffuse sur l'écran arrière de l'appareil photo. C'est la galaxie d'Andromède. À partir de maintenant, je choisis des photos de 1,6 secondes, la fameuse durée compromis dont je vous ai parlé plus tôt. Je prends vraiment le temps de faire la mise au point à l'aide du mode Live View et je positionne la galaxie au centre du capteur. Mon boîtier photo possède un intervallomètre intégré. Si votre boîtier n'en a pas, il vous faut un intervallomètre filaire. J'enchaîne les photos toutes les 2 secondes. Quelques minutes plus tard, j'arrête l'appareil photo et je constate que la galaxie s'est déjà bien déplacée sur le capteur. Je prends le temps de la centrer à nouveau et je remets en route l'intervallomètre. Au total, je mise sur 400 photos de 1,6 secondes, soit un temps de pose total de 10 minutes. Comme je connais le résultat après toute la longue chaîne d'étapes de pré-traitement et de traitement, je suis maintenant en mesure de savoir ce que je peux améliorer pour obtenir une photo finale mieux réussie. Et il en ressort que j'aurais principalement dû être plus strict dans la sélection de mes photos. Et quand je dis plus strict, je parle d'écarter les photos où la galaxie n'est pas au centre du capteur. Ce qui me fait dire ça, c'est que la ponctualité des étoiles n'est pas tout à fait homogène sur la photo finale. Je pense que cela est principalement dû à la grande distorsion que le logiciel doit gérer pour empiler des photos où la galaxie se trouve à des endroits différents sur le capteur. En plus de ça, comme je suis à pleine ouverture, le logiciel doit aussi empiler des photos avec des étoiles ponctuelles quand la galaxie est au centre du capteur et des étoiles avec des défauts optiques quand la galaxie se trouve sur les bords. Bref, plus vous travaillez à grande ouverture, plus vous devez être strict dans le choix de vos photos. Quant au nombre total de photos, je dois dire que le résultat est déjà très bon avec seulement 200 photos de 1,6 secondes. Une fois que j'ai terminé ma session de photos, je fais mes images de calibration. 25 photos dark, 25 offset et 25 flat. Les dark sont les mêmes photos mais avec le capuchon sur l'objectif. Pour les offsets, je laisse le capuchon et je fais des photos avec une vitesse d'obturation de 1/4 millième de seconde. Pour les flats, j'attends le lendemain au lever du jour et j'installe un t-shirt blanc tendu sur le pare-buée de mon objectif. Je vise une grande surface claire uniformément éclairée. Je ne change aucun réglage à part la vitesse d'obturation et je fais en sorte que l'histogramme dans le bleu, le rouge et le vert soit le plus à droite possible sans qu'il y ait saturation. La prise de vue est maintenant terminée, on peut passer à la partie informatique. Je commence par faire de la place sur le disque dur de mon ordinateur, je libère au moins 100 gigaoctets.
Les fichiers intermédiaires que crée le logiciel sont parfois lourds. Je copie tous mes fichiers sur l'ordinateur. Je fais des dossiers pour ranger mes images de calibration, ainsi que les brutes. Pour le pré-traitement des photos, j'utilise Deep Sky Stacker et PixInsight. Oui, PixInsight est un logiciel payant, mais malheureusement, je n'ai pas eu d'autre choix. L'étape d'alignement a échoué avec des logiciels gratuits tels que Cyril ou encore Deep Sky Stacker. Alors je ne dis pas que vous ne pouvez pas y arriver avec un logiciel gratuit, mais il faudra assurément être bien plus strict que moi dans le choix de vos photos. La première étape consiste à trier les photos. Je rejette toutes les photos où la galaxie est trop éloignée du centre du capteur, celles où il y a des passages d'avions, de satellites, ou encore celles où les étoiles forment un filet à cause du vent. Vous pouvez faire cette étape manuellement ou bien avec le logiciel. Personnellement, j'utilise le Subframe Selector qui se trouve dans Script, puis Batch Processing. Je sélectionne toutes mes photos avec Add Files, puis je clique sur Measure. Une fois les photos analysées par le logiciel, je vais dans l'onglet Plots et je regarde les données d'excentricité et de FWHM. Dès que la valeur d'une photo est significativement différente des autres, c'est que la photo est mauvaise. Vous pouvez alors la désélectionner. Dans Output, vous pouvez créer un dossier et effectuer une copie d'uniquement les photos sélectionnées. La deuxième étape est la calibration des photos brutes avec le logiciel Deep Sky Stacker. Je vous conseille de pré-traiter les photos par paquet de 200 pour être sûr que la mémoire temporaire utilisée de votre ordinateur ne soit pas trop importante. Je vais d'ailleurs vous illustrer la suite du tutoriel avec un paquet de 200 photos. Je commence par ouvrir tous mes fichiers images pour que le logiciel aille chercher les bonnes photos au bon endroit. Je clique sur Cocher tout, puis sur Empiler les images cochées. Je vérifie que ma méthode d'empilement pour les images de calibration est bien par la médiane. Ensuite, dans Paramètres d'empilement, Fichier intermédiaire, je coche la case Créer un fichier calibré pour chaque image. Je clique sur OK et je valide une nouvelle fois. Pendant l'étape d'enregistrement, les fichiers calibrés sont créés et placés dans le dossier où se trouvaient les images brutes. Vous pouvez d'ailleurs arrêter le logiciel une fois l'étape d'enregistrement terminée. J'ouvre PixInsight, puis le process Star Alignment. Avec l'onglet Add Files, je sélectionne tous les fichiers calibrés. Je sélectionne une image de référence parmi les images calibrées, c'est-à-dire une image sur laquelle toutes les autres s'alignent. Je choisis une image particulièrement bonne et où la galaxie est bien centrée sur le capteur. Je choisis le dossier où les fichiers alignés vont être envoyés et je valide avec l'icône ronde. Les fichiers créés sont particulièrement lourds. Ce sont ces fichiers qu'il faut empiler. Pour cela, j'utilise le process Image Integration de PixInsight. Je sélectionne l'ensemble des images alignées avec Add Files, puis je choisis bien les bons paramètres, en particulier Renderized Sigma Clipping pour l'élimination de pixels défaillants. Je valide encore une fois et je laisse le logiciel faire son travail. J'obtiens enfin la photo finale pré-traitée. Et maintenant le traitement avec PixInsight. Je commence par ouvrir la photo pré-traitée. La première chose à faire est de sélectionner uniquement la zone que l'on veut garder grâce au process Dynamic Crop. Il faut bien se rendre compte que le logiciel tire les niveaux artificiellement pour l'affichage. En réalité, la photo est plutôt très sombre. On est en régime linéaire et je le mets en évidence en utilisant le process Screen Transfer Function. Là, je vous simule une étape que je ne vais pas appliquer mais qui pourrait être importante pour vous. Ça s'appelle la correction du gradient. Si votre cible est basse dans le ciel et qu'il y a un peu de pollution lumineuse, il faut absolument faire cette étape. Moi, dans une zone sombre au zénith, je ne suis pas concerné. Regardez au ralenti si vous êtes intéressé. Reprenons à l'étape précédente. C'est maintenant le moment d'étirer les niveaux pour passer en régime non linéaire. Pour cela, je vais chercher le process Histogram Transformation. Je sélectionne la photo et j'étire les niveaux rouge, vert et bleu en même temps. Ensuite, pour corriger la balance des couleurs, j'augmente les niveaux des deux couleurs les moins lumineuses pour faire correspondre les pics. J'applique la transformation en faisant glisser le petit triangle. Le fond de ciel est maintenant bien lumineux, mais les premiers niveaux ne contiennent pas d'informations.
Je supprime alors les premiers niveaux et je fais attention à ne pas rendre totalement noir plus de 0,05% des pixels. Et j'applique de nouveau la transformation. Voilà, maintenant on va essayer de renforcer la netteté dans la photo. Je commence par extraire une luminance de la photo couleur. On va désormais travailler en noir et blanc. Je place la souris sur la gauche de la photo en luminance, j'appuie sur le bouton gauche et je fais glisser le curseur sur la droite avant de relâcher. Cette opération me permet de dupliquer la photo. Je recommence pour la dupliquer 2 fois. Les 2 photos dupliquées vont me servir à créer des masques. J'utilise le process Multiscale Median Transform. Je décoche les 6 premières cases, mais pas la dernière. J'applique cette transformation à l'une des photos et ça a pour conséquence de supprimer les étoiles. Ensuite, je fais le contraire. Je coche les 6 premières cases et je décoche la dernière. J'applique cette transformation à une autre photo, ce qui a pour résultat de ne garder que les étoiles. La première étape consiste à appliquer une transformation seulement sur la galaxie. Et c'est là qu'on va avoir besoin d'un masque. Un masque, ça sert à protéger certaines zones d'une transformation qu'on veut faire subir à une photo. Par exemple, si j'applique sur une photo le masque que vous voyez actuellement, la transformation ne va s'effectuer qu'au niveau de la zone blanche. Ça tombe bien, ça correspond à la zone où se trouve la galaxie. Pour appliquer un masque, il faut faire glisser son nom sous la dénomination de la photo où on veut appliquer ce masque. Ce qui apparaît en rouge est protégé. On peut retirer cet affichage, ou le remettre d'ailleurs s'il n'y est pas à la base, en cliquant sur Show Mask. Je fais une prévisualisation sur une partie de la photo. Je ne suis pas obligé de le faire, mais c'est une aide pour tester différents paramètres de la transformation. Disons que ça évite d'appliquer une transformation à une photo entière et de revenir en arrière quand le résultat ne plaît pas. Je vais chercher le process HDR Multiscale Transform et je teste plusieurs valeurs d'un paramètre sur le preview pour me faire une idée de ce qui donne le meilleur résultat. Quand j'ai trouvé la meilleure valeur, à savoir 6 dans mon cas, je peux appliquer directement la transformation sur la photo avec ce nombre. Je ferme ensuite le process, je retire le masque et je supprime le preview. La deuxième étape consiste à renforcer la netteté sur toute la photo sauf au niveau des étoiles. On fait glisser la photo avec les étoiles sous la dénomination de la photo sur laquelle on travaille, ce qui applique un masque. Mais si on applique une transformation maintenant, cela va agir uniquement sur les étoiles, et ce n'est pas ce qu'on veut. On inverse alors le masque. Et je clique sur Show Mask pour retirer l'affichage du masque. Comme précédemment, je préfère créer un preview pour faire des essais-erreurs. La transformation que j'utilise pour renforcer la netteté s'appelle Multiscale Linear Transform. Ce qui marche le mieux pour moi est l'application sur la photo d'un biais de 0,1 sur la première et la deuxième couche. Je supprime le preview, je ferme le process et je retire le masque. Ça y est, ma couche luminance est prête. Pour maintenant ajouter ce détail à la couche couleur initiale, il suffit d'ouvrir le process Channel Combination et de glisser le petit triangle sur la photo couleur. Un petit avant-après révèle l'amélioration de tout ce qu'on vient de faire. Et voilà, ensuite on peut toujours travailler sur la photo pour modifier les couleurs, mais moi, je m'arrête là, je trouve que c'est satisfaisant. Vous pouvez très bien utiliser Photoshop si vous êtes à l'aise dessus. La photo finale est magique, quand on sait qu'on n'a pas eu besoin de monture pour la faire. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et surtout qu'il vous aidera. Gardez en tête que ma méthode est une méthode parmi d'autres et que vous auriez pu arriver au même résultat autrement. Je tenais à vous présenter ma manière de faire, même si j'ai bien conscience qu'elle ne s'adresse pas aux débutants à cause du logiciel payant PixInsight. Et si l'un d'entre vous essaye de faire une photo sans monture avec un pré-traitement différent du mien, qu'il n'hésite surtout pas à utiliser l'espace commentaire pour décrire sa façon de faire et ainsi en faire profiter tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon ciel! Thank you.